Bonsoir, Richard. Bonsoir. Là, c'est le vrai Richard. C'est insultant pour Georges, là, que tu l'appelles. Oui, je sais. J'ai baissé le standard de Georges tantôt. Je suis vraiment désolé pour Georges, mais je suis content de te voir. Tu étais absent la semaine dernière. Tu avais justement un impromptu, mais on est content de te voir ce soir. Ce soir, nous mettons la table sur le système de banque ouverte, alors que le gouvernement, Richard, finalise la mise en œuvre d'un système de banque ouverte, rebaptisé Banque axée sur le consommateur. Il y a une transformation silencieuse, mais profonde, qui s'opère dans notre rapport à l'argent. Derrière les promesses d'autonomie puis d'innovation, c'est en train de se profiler une architecture numérique qui centralisera l'accès aux données financières et multipliera les intermédiaires technologiques. C'est évidemment peu débattu publiquement, mais ce projet soulève des enjeux majeurs. Perte de contrôle, traçabilité des comportements bancaires, alignement sur des standards globaux. Mais juste avant d'aller plus loin, puis de creuser là-dessus, je veux qu'on regarde une vidéo, puis on va poursuivre avec quelques questions par la suite. Yes. Open banking is already available in Australia and the UK, and now Canada is considering ways to implement it here. Donc, la banque ouverte, comme vous l'avez dit, est disponible au Royaume-Uni. C'est lorsque vous donnez la permission à votre banque de partager des données financières avec des applications FinTech. Ce sont souvent des applications de budgétisation qui nécessitent un accès pour savoir combien d'argent se trouve sur votre compte, comment se déroulent vos dépenses, mais sans réellement partager votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe. Et donc, vous donnez la permission à votre banque, à votre institution financière, et lorsque vous téléchargez ces applications, elles peuvent alors obtenir ces informations sans réellement obtenir aucune de vos données personnelles, mais ils peuvent fournir le service. Que ce soit pour vous aider à faire un budget, vous aider à épargner davantage, peu importe le service qu'ils offrent sans accéder à ces données personnelles, ce qui devient bien sûr problématique s'ils se font pirater ou si cela tombe entre de mauvaises mains. Nous envisageons cela car les applications FinTech sont devenues de plus en plus populaires. Les gens veulent gérer leur argent. Les gens veulent utiliser la technologie financière sur leur téléphone. Donc, ce sont des technologies que les Canadiens veulent utiliser et c'est pourquoi le gouvernement fédéral envisage de rendre la banque ouverte accessible aux Canadiens. And so this would erase all of that need to put your actual username and password in there. Vous donneriez à la compagnie de carte de crédit la permission, si l'open banking était disponible, de fournir des informations sur votre solde sans réellement partager de données personnelles avec eux. Lorsqu'il s'agit de faciliter les choses pour les gens, financièrement mieux, quand les gens veulent économiser de l'argent, est-ce possible? Absolument. De plus en plus, nous comptons sur la technologie pour nous aider à mieux vivre. Donc, ils vont annoncer quelque chose à cet effet très bientôt. Pensez-vous que ça va aller de l'avant? Quels sont les obstacles à cela? Je veux dire, je pense qu'ils y réfléchissent. Il y a un assez grand article sur le site canada.ca qui explique ce qu'est la banque ouverte, pourquoi il serait envisagé, où il a déjà été couronné de succès. Donc, on dirait qu'ils sont très positifs à ce sujet. Ils ont dit qu'ils en parleraient dans le budget, qui est en avril. Et si cela est annoncé, ce sera une bonne nouvelle pour les Canadiens. C'est juste une autre façon pour nous de gérer notre argent, de garder notre argent en sécurité, garder notre information sécurisée. Je veux dire, nous vivons maintenant dans un monde où il faut se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est juste une chose où vous n'aurez pas à le faire et ne pas vous inquiéter qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Je pense que pour la nouvelle génération, cela va vraiment les aider à mieux gérer leur argent. Richard, on est en train d'assister à une modernisation utile du système ou à l'instauration progressive d'un contrôle bancaire totalisé, masqué sous des termes rassurants. Ben, c'est plus la deuxième partie, mais il faut juste comprendre que le plan s'applique. Hein. Ouais. En 2020, on dénonçait parce que tout le monde était révolté contre les attaques que le gouvernement faisait. Mais maintenant, on dirait que c'est oublié. Mais c'est le même plan qui continue. En 2025, c'était l'instauration de la numérisation monétaire. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est, pour comprendre un peu le portrait, c'est qu'actuellement, ou depuis toujours, le consommateur a accès à plusieurs services financiers. Hein? Il fait affaire avec une banque, il fait affaire avec des assurances, etc. On est en train d'inverser le modèle. C'est-à-dire que les êtres humains vont être connectés en permanence et que tous les services vont avoir accès aux êtres humains, à leurs données personnelles, aux fichiers qui vont être interreliés. C'est ça le danger. C'est que là, on va avoir un contrôle sur l'humain, alors que de tout temps, on a été, l'humain contrôlait les services avec lesquels il voulait faire affaire. Ouais. Donc, quand on avait un mauvais service avec une banque, on changeait de banque, hein, etc. Mais maintenant, ça va être intégré. Donc, tout ce monde-là va être probablement dirigé par l'intelligence artificielle à partir des données qu'on n'aura même plus besoin de valider parce que ça va être en temps réel.
C'est le principe, on est dans le temps du homard, là, c'est le principe de la cage au homard où tu rentres et tu ne peux plus reculer. Hein, le homard, il avance puis il ne peut jamais ressortir. Donc, le filet se resserre. Actuellement, le système qui appelle élégamment d'open banking, là, qui est d'ouvrir les accès pour notre bien, comme la dame disait, là, c'est pour notre bien, hein, c'est pour notre sécurité. C'est l'inverse. Et quand on va enlever l'accès à l'argent comptant, bien là, il va être trop tard parce que tout ce filet-là va avoir déjà été installé à la demande des consommateurs. C'est qu'actuellement, surtout les plus jeunes, les moins de 40 ans, vont dire, bien voyons donc, pourquoi je donnerais un NIP puis 56 affaires quand on peut tout intégrer et une fois que ces accès-là sont donnés, j'ai même plus à me casser la tête. Les services vont venir, ils vont interagir entre eux, donc j'aurais même plus besoin de me forcer. Exemple, si je renouvelle mon hypothèque, bien, ils ont déjà toute l'information. Les questions qu'ils nous posent quand on veut renouveler une hypothèque, bien, il n'y a plus de questions. Ils vont avoir accès à nos fichiers d'information mieux que nous, on peut avoir. Oui, ils vont plus s'ordonner. C'est drôle parce qu'on parlait pendant que la vidéo tournait que ça, là, cette vidéo-là date de 2024, mars 2024. Puis cette nouvelle-là, elle est ressortie sur un papier par Western Standard, qui est l'équivalent du Journal de Montréal, là, si tu veux, en anglais. Puis, il parlait déjà dans cette vidéo-là qu'il y a déjà des pays qui l'ont déjà adopté puis qui roulent déjà avec du open banking. C'était assez fascinant de le voir. Pourquoi tu penses que le Canada, on n'est pas encore rendu à l'avoir implanté chez nous quand il y a d'autres pays qui l'ont déjà implanté? En fait, on voit comment l'Occident fonctionne depuis 30-40 ans. C'est-à-dire qu'on dirait que chacun a sa tâche à faire. Actuellement, en France, il y a un grand débat sur l'euthanasie, qui appelle l'aide médicale à mourir. Mais nous, c'est réglé depuis des années. Là. On est rendu le pays numéro 1 dans le monde qui avons adopté ces politiques-là. Donc, on voit que la France est en retard sur le Canada dans l'application du même plan mondialiste. Donc, il y a un différé sur l'application, mais c'est le même plan. Alors, ce qu'on vit au Royaume-Uni et en Australie déjà depuis un an, on va le vivre ici. Et je rappellerai aux gens qui viennent d'élire un bankster en chef, là. C'est assez grave de dire qu'avant, notre bankster, c'était celui qui influençait le gouvernement. On l'a vu avec Trudeau. Maintenant, il est en poste. Et c'est lui qui va mettre ça de l'avant. Et parce qu'on l'attendait avec une brique et un fanal, bien, net zéro, c'est politique depuis toujours. Tu écoutes ses discours. Il va commencer à y arriver de façon très subtile parce qu'il ne veut pas avoir une réaction comme on a connu en 2020-2021. Les gens ne se mobilisent pas. Donc, il faut les endormir. Il faut aller vers la promotion que c'est pour notre bien. Quand on va rentrer dans un commerce sans sortir notre portefeuille et prendre des articles et partir chez soi et être facturé, on va penser qu'on a évolué. Les jeunes vont penser que c'est normal. Mais en fait, il va y avoir un contrôle total sur les services qu'on va chercher. Ce ne sera plus des services qu'on va chercher, ça va être des accès qu'on va nous permettre d'avoir jusqu'à ce que l'argent ne vaudra plus rien au sens où ce sera juste un crédit qui nous est accordé si on est en accord avec l'État. Ça t'inspire quoi, toi, le choix des mots comme banque axée sur le consommateur puis le terme banque ouverte ou open banking en anglais? Il faut juste comprendre que c'est des menteurs pathologiques. Donc, c'est l'inverse. Donc, si c'est axé sur le consommateur, c'est un peu comme quand on dit si le service est gratuit, c'est parce que c'est vous le produit. Là. Et ça, il faut comprendre cet aspect-là, alors que tout le monde pense c'est gratuit, on y va là-dessus. Pourquoi l'Internet a été gratuit pendant des années? C'était pour qu'on soit tous dans le filet, hein? Le Web, le World Wide Web. Même le nom le dit que c'est un filet pour nous attraper. Donc, axé sur le consommateur, ça veut dire le consommateur est le dindon de la farce. Donc, on va être piégé au nom de c'est bien plus facile, puis c'est bien plus de services. Et la même chose pour l'open banking, c'est le closing banking qu'ils sont en train de mettre en place, parce que ça se referme sur nous, en fait. C'est open entre eux autres. Donc, au lieu d'avoir 8 banques ou 10 banques au Canada, peut-être qu'on en aura une seule pour l'Amérique du Nord ou pour le monde. Et là, ça va être hyper centralisé et l'intelligence artificielle va venir accélérer tout ça. Comment peux-tu avoir l'intelligence artificielle qui n'a pas de balise morale, arriver dans un secteur où tu dis non, les dossiers de santé, il ne faut pas les mélanger avec les dossiers d'économie, d'assurance, d'impôts, non plus avec l'éducation, non plus avec le travail. Tout ça, c'est des vases non communicants, comme on fait depuis toujours, pour respecter la liberté du consommateur ou du citoyen.
L'intelligence artificielle, elle, il faut lui donner accès à tout. Donc, il prépare le terrain. Il y en a peut-être qui pourraient être susceptibles à penser que mes données ne sont pas nécessairement à la banque, mes données vont être dans les mains d'un réseau technologique privé. Alors, ça devrait être plus sécuritaire si c'est dans un réseau technologique privé, non pas dans les mains du gouvernement. Bon, ça, c'est l'autre aspect. On l'a vu avec Trump. Il s'est entouré des fintech, hein, les entreprises privées milliardaires de technologie qui étaient contre les républicains et Trump en 2016. Mm-hmm. Maintenant, ils étaient avec lui. Et là, ils ont ouvert les portes. Ils ont carte blanche. Pourquoi? Pour aller chercher ces bases de données-là, qui avant étaient exclusives non seulement à l'État, mais à chaque ministère séparé. Il ne fallait pas qu'il y ait d'interaction. Maintenant, on leur donne carte blanche, des entreprises privées qui n'ont aucune morale, aucune éthique, aucun besoin de se mettre des barrières, parce qu'ils se disent tout le temps du côté des bons, eux autres, là. C'est pour votre bien qu'on fait ça. Mm-hmm. Rappelons-nous, en 21-22, quand la police était de notre bord, il y en a qui ont eu des matraques dans le front. Pour rien. Hein? Ouais. On était coupables jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Ces précédents-là devraient nous éveiller. C'est pas le cas. Et il va être trop tard au niveau financier parce que ça va être bien plus facile de gérer, imagine-toi, là, tes investissements en bourse, tes assurances, tes relations avec la banque, hypothèque, etc., la paye. Tout ça va se faire intégrer. C'est bien plus facile. Tu as parlé de l'intelligence artificielle là-dedans, mais je te demanderais quel parallèle tu vois entre la progression de la banque ouverte au Canada puis celle des identifiants numériques puis des monnaies numériques de banque centrale. Y a-t-il une corrélation, tu penses, entre tout ça? Bien, c'est évident. C'est la numérisation complète, là. On cherche à tout numériser. Nos actions, hein, pas juste nos transactions. On commence avec les transactions, mais éventuellement, ça va être les actions. Donc, tu ne peux pas faire plus que tant de kilomètres. Tu ne peux pas prendre ton auto, etc. Mais il faut comprendre que les fintech, eux autres, en s'accaparant des données, il va être trop tard. Exemple, comment s'appelle-t-il? Je voudrais bien t'aider, mais... Notre ami de Tesla, là. Elon Musk. Elon Musk. Tu vois, j'oublie son nom, c'est très bon signe. Musk est rentré avec Doge et compagnie dans le gouvernement. C'était inacceptable ce qui a été fait là. C'est un non-élu, etc. Il a eu accès à tous les centres de données du gouvernement, même au niveau militaire. Et là, aujourd'hui, il se retire. Non, mais il se retire avec des liens permanents. Les petits whiz-kids de 24 ans qui sont rentrés là-dedans, penses-tu qu'ils sont rentrés puis sont sortis en disant « on va essayer de s'en rappeler ». Non. Ils sont connectés avec tous les réseaux. Et là, leur rôle, c'est d'intégrer tout ça. Alors, on a déjà transmis nos informations à travers ces géants-là qui vont venir l'imposer au Canada pour les États-Unis. L'Europe, ils vivent la même chose. Ça va être mondial. Et quand ça arrive, essaie de te battre contre ça. Il est trop tard. Ouais. Donc, c'est certain que la numérisation à outrance, bien, elle a un coût. Mais ils ont déjà donné les moyens. Comme on voit que les lois sont toujours changées 2, 3, 5, 10 ans d'avance. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ne savent pas que leur argent à la banque ne leur appartient pas. Hein? Essaie de retirer ton argent, ils vont te demander pourquoi. Mais si c'était à toi, ils ne te demanderaient pas pourquoi. C'est ça. Alors ça fait des décennies que ça a été fait par des gouvernements conservateurs, ce qui est aberrant. Ouais. Fait qu'on comprend que le plan s'installe et quand arrivera l'ultime, vous ne pourrez ni rien acheter ni vendre, bien, c'est parce qu'on aura eu 10, 15 ans d'installation d'une numérisation et que ce sera aussi l'intelligence artificielle qui contrôlera le tout, pas à travers les États. Les États sont en train de disparaître au profit des grands groupes financiers. On le voit, là, on est à l'aube que les finances soient contrôlées par les Facebook et les X de ce monde qui vont créer, comme en Chine, un crédit social, qu'on appelle crédit social, mais qui en fait est carrément un crédit à l'humanité. Donc, un être humain vit tant d'années, on lui accorde des crédits, et chaque fois qu'il se bat contre le bien commun qui est leur bien à eux, on va le contrôler négativement. Tu n'auras plus besoin de prison et tout le reste. On va simplement t'étrangler au niveau de ta capacité d'être libre. Ouais. Ce qui est intéressant avec le projet de banque ouverte ou open banking, c'est que le roadmap prévu pour le Canada, apparemment, c'est fin 2025, début 2026. Fait qu'on est vraiment dans le target qui avait été déjà établi dans le calendrier. Oui, puis c'est naturel que ça arrive comme ça parce qu'ils disent que l'open banking, hein, le système de banque ouverte, va permettre de protéger nos données. C'est ça le principe de vente.
comparé à ce qui se fait déjà Ouais. et qu'on a beaucoup de difficultés à se battre, ils appellent ça le screen scratching ou le grattage d'écran, c'est-à-dire que dès qu'on surfe sur Facebook, on donne tellement d'informations, on ne se rend pas compte que toutes ces informations-là sont captées. Ouais. Chaque message téléphonique, tout est capté. Et ça, c'est emmagasiné en prévision de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Et là, le contrôle sera total à travers déjà tout ce qu'on a donné. Ouais. Donc, c'est certain que quand ils arrivent avec le système bancaire, c'est qu'ils disent, pour éviter cette fraude-là, de grattage d'écran qui ramasse vos informations, on va s'assurer que tout ce qui touche vos finances vont être comme on vit actuellement. Si tu veux aller au ministère du Revenu lorsque tu fais tes impôts, tu rentres par ta banque. Donc, le lien entre la banque et le gouvernement est déjà fait. Oui, la banque, c'est une entreprise privée qui a accès, pourrait même avoir accès à ton mot de passe bancaire parce que tu le donnes à travers ta banque. C'est clair. Donc, on voit qu'on est rendu déjà dans l'application. Ouais. Et c'est ça qu'ils appellent l'open banking, c'est-à-dire, nous, on est correct, les banquiers. Moi, je les appelle les banksters, c'est pas pour rien. Ils sont à la tête de la mondialisation, qui est l'asservissement des êtres humains. Absolument, absolument. Hey Richard, il y a aussi... Je vais t'amener à parler de deuxième sujet ce soir. Je vais parler de la visite du roi Charles, ou Charles III, qui est venu prononcer cette semaine le discours du trône, et ce, au beau milieu d'un climat politique tendu. Certains y voient une simple tradition monarchique, d'autres y décèlent un message qui est plus symbolique, celui par exemple d'un recentrage autoritaire de l'État sous un vernis de royauté. La présence du roi, applaudie par certains médias subventionnés, aurait-elle servi de diversion ou de signal à un réseau de pouvoir mondialisé? Et si ce n'était pas une visite de courtoisie, mais une opération de légitimation stratégique? Mais juste avant de répondre à ces questions, on regarde un petit extrait que j'ai préparé, puis on en reparle par la suite. Le roi Charles, en visite dans son royaume, au-delà du Royaume-Uni, le souverain britannique règne notamment sur le Canada. Il en est le chef d'État et c'est à ce titre qu'il est donc en visite officielle dans le pays. Ce mercredi doit marquer un moment important devant le Parlement. Charles III doit prononcer le discours du trône. C'est une première depuis sa mère, la reine Élisabeth II, en 1977. Et pour le nouveau gouvernement canadien, c'est aussi l'occasion de rappeler sa souveraineté en plein bras de fer avec les États-Unis de Donald Trump. Le point depuis Ottawa avec François Riouet. Ce discours du trône a été écrit mot pour mot par le seul cabinet et les conseillers du Premier ministre Mark Carney. Mais le fait que le souverain du Canada, le roi Charles, vienne en personne le prononcer à Ottawa est historique, d'une part, mais aussi vient envoyer un message très net, disent les analystes, au locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, qui a multiplié ces derniers mois les attaques contre la souveraineté de ce pays, du Commonwealth. À travers ce discours du trône, Charles III lancera donc les grands chantiers du gouvernement libéral de Mark Carney, à commencer bien évidemment par la renégociation des relations avec les États-Unis. Il n'y aura pas de retour en arrière avec Washington, a prévenu l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et nouveau Premier ministre Mark Carney. Il faudra également faire tomber les barrières douanières intérieures pour stimuler la productivité canadienne, négocier de nouveaux accords avec les partenaires comme l'Europe ou l'Asie et renforcer les capacités de la défense canadienne. Direction le Canada où le roi Charles III a prononcé le discours du trône pour la réouverture du Parlement à Ottawa. Le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, fait de cette visite une démonstration de souveraineté face à Trump. François, on peut dire que ça faisait 50 ans que ça n'était pas arrivé, c'était la reine Élisabeth la dernière fois et c'est symbolique. Symbolique et fort, et c'est d'ailleurs en reprenant les mots de sa mère, la reine Élisabeth II, les mots qu'elle avait prononcés devant le Parlement canadien il y a 70 ans, lors de sa première prise de parole. Elle en avait fait 2. Aucune nation ne peut vivre en repli sur elle-même que le roi Charles III, qui pour sa 20e visite au Canada, mais la première en tant que souverain, monarque donc de ce pays du Commonwealth, s'est exprimé pour ce discours du trône qualifié d'historique par le cabinet du Premier ministre Mark Carney, fraîchement élu avec son gouvernement libéral à la suite donc de la démission de Justin Trudeau et de cette crise de politique intérieure qui s'en est suivie, doublée de la guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée peu de temps après, donc au mois de mars. Ici, un discours tout à fait symbolique qui était avant tout là pour rappeler la souveraineté du Canada, son intégrité territoriale, le fait que le Canada ne peut pas devenir le 51e État des États-Unis, comme le voudrait le locataire de la Maison-Blanche, et cela a été rappelé à de nombreuses reprises tout au long de ce discours du trône.
Charles, j'ai planifié quelques questions pour toi en lien avec la visite du roi pour le discours du trône. Qui, quoi, quand, comment, pour qui, pourquoi, des questions là, journalistiques, parce que je veux aller plus loin. Qui, selon toi, a réellement orchestré cette visite du roi Charles? Est-ce que c'est Buckingham? Est-ce que c'est Ottawa? Ou ce sont ces réseaux d'influence non élus qui orientent nos institutions dans l'ombre? Il y a deux réseaux de mondialistes, soyons clairs. Les mondialistes que j'appellerais libéraux, là, donc Trudeau, Carney, Obama, Bush, etc. Ouais. Il y a ce groupe-là, et tu as les plus conservateurs, Poutine, Trump. Okay? Donc là, on a un Trump omniprésent, omniscient depuis le début de l'année. Donc, on s'arrange pour que Carney, le bankster, soit en poste. Alors lui, il a des liens avec l'Angleterre. Il a été président de la Banque d'Angleterre. Tu ne deviens pas président de la Banque centrale parce que tu n'es pas ami avec eux autres puis tu n'es pas leur sous-fifle. Donc, il est allé voir le roi au tout début pour aller chercher ce lien-là et dire « Hey, by the way, tu vas venir lire mon discours du trône, puis comme ça, on va affirmer notre souveraineté. » Revenons un petit peu en arrière, un petit peu d'histoire, c'est que la monarchie française relevait de Dieu. La monarchie russe relevait de Dieu. On leur a coupé la tête. On a coupé le lien entre Dieu et la couronne, qui leur donnait une souveraineté d'État. La monarchie anglaise, c'est des pantins. La reine Élisabeth, c'est une Illuminati. Quand elle a été intronisée dans les années 50, c'était avec des Baphomet et compagnie. Il faut juste se rappeler que ce n'est pas une monarchie souveraine. Mais c'est vrai qu'on est dans une monarchie au Canada. Le Canada a un roi qui est le roi d'Angleterre. C'est une aberration totale. Les Canadiens ne sont même pas conscients de ça. Ouais. Tu as toujours les Québécois qui se sont révoltés contre la monarchie parce qu'ils étaient révoltés contre tout ce qui était de l'Ancien Monde. Hein? On a vécu la Révolution française à la québécoise dans les années 60. C'est le rejet de la religion. Mais on est resté pris dans le système de ceux qui nous dominent, qui est la couronne anglaise. Et on est encore là-dedans aujourd'hui. Ouais. Donc, Carney avait tout le loisir de demander à son chum, le roi, qui est pro net zéro. Oui, donc, Charles a passé des heures à essayer de convaincre Trump dans son premier mandat. Et Trump, heureusement pour nous, en Amérique, il est contre cette supercherie du climat. Donc, ça joue actuellement. C'est un rapport de force entre mondialistes. Donc, on va se faire avoir au niveau de nos données numériques dont on parlait tout à l'heure. On s'en va directement dans le problème. Mais entre-temps, il y a des réalités de relations de pouvoir. Et je pense que Carney est très, très, très brillant stratégiquement depuis le jour 1. Je te l'avais dit au tout début, ce gars-là va être premier ministre du Canada, ce qui était une aberration. Et là, aujourd'hui, il a fait exactement ce qu'il fallait faire pour calmer le jeu avec Trump. Parce que là, il donne le ton qu'il négocie avec Trump. Il n'a rien négocié. Il a dit qu'il était pour y tenir tête en campagne électorale. Ouais. Au lendemain, en cachette, il a tout aboli les mesures. Hein? On essaye de dire qu'il a fait ça aujourd'hui. Il n'y a même pas les médias qui sont capables d'en parler. Donc, d'arriver avec le roi, ça fait une diversion. Et ça rappelle à Trump que Carney n'est pas tout seul. Et ça fait un rapport de force. Mais le discours du trône, l'as-tu écouté? Écoute, t'endormant, là, quelque chose. C'est fait pour t'endormir parce que ça remplace l'obligation de répondre au Parlement aux questions ou quoi que ce soit. Écoute, quand les médias sortent du discours de trône qui parlait dans un français impeccable, c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans le discours de trône. Bien, il est bien beau, il n'a jamais travaillé de sa vie, il peut bien au moins parler français, surtout s'il est le président d'une partie du Canada qui est le Québec. Ouais. Alors, pas le président, mais le monarque, là, c'est pire. Alors, on voit que tout ça a été stagé, mais que ça fonctionne très bien. On va se rendre jusqu'à l'automne. Il a parlé d'un plan économique à l'automne. Un banquier là, qui arrive en poste, il doit avoir un plan économique le lendemain. Là. Clairement. On va faire ça à l'automne. Pourquoi? Parce qu'on gagne du temps dans la stratégie qui est en train de nous endormir. Qu'est-ce que cette visite-là, hein, je suis dans le quoi, là, qu'est-ce que cette visite-là change réellement dans la posture du Canada à l'échelle mondiale? Bien, ça va donner plus d'autorité au premier ministre. Premièrement, ça nous prenait un reportage de français pour nous dire ce qui passe chez nous, parce que nos médias ici, c'est des pleutes, là, c'est effrayant, ils n'ont rien parlé de tout ça. Ils diffusent en direct le discours que personne n'écoute. Ouais, mais ce qu'on veut, c'est un reportage comme ça qui nous explique le contexte. Exactement. Alors, il faut aller en France pour l'obtenir, et c'était très bien fait, ça nous donnait vraiment le ton de la situation. Donc, ça donne un prestige à travers l'Occident. Donc, ça met Trump un peu
en retrait. Mais dès que le roi a pris l'avion, en passant, Oui. il a planté un arbre, puis il s'est déplacé avec 50-70 véhicules qui consomment beaucoup de pétrole pour prendre un Airbus 337. Ah oui, c'est le paradoxe. Non, mais c'est l'abus. Exactement. Il rit de nous autres, mais c'est tellement grossier que juste ça devrait être suffisant pour qu'on comprenne. Mais dès qu'il est embarqué dans son avion puis il est parti, Trump il a dit « By the way, le Canada devrait être le 51e État. » Alors, on voit que c'est à ce niveau-là que ça se passe, mais derrière le côté loufoque de tout ça, parce qu'on est les dindons de la farce, là, soyons clairs, en bout de ligne, c'est nous autres qui payent, qui passent au cash. Bien sûr. Bien, entre ça, il y a des tractations qui se passent quand même. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette visite royale en pleine crise identitaire, économique puis numérique au Canada? Pour justement rétablir un équilibre, un semblant d'équilibre avec les États-Unis. Étonnamment, Carney a parlé, et je pense que Charles en a parlé parce qu'ils se sont entendus sur le contenu, ils ont parlé de libre-échange entre les provinces du Canada. 1867, le Canada. Puis on n'a pas encore de libre-échange entre les provinces. Ouais. En 1993, ça remonte, là, je disais à Daniel Johnson, tu vas être premier ministre, tu devrais être le premier ministre de province qui dit aux autres provinces, établissons des négociations de libre-échange entre les provinces. Parce que Mulroney l'a fait avec les États-Unis. Et on ne l'a même pas dans le pays. 1993, on est rendu aujourd'hui en 25, et là, on nous dit qu'il faudrait le faire. Encore là, c'est des diversions. Il n'est pas question de libre-échange entre des provinces quand on est en train de mondialiser l'économie. Ça fait juste occuper le terrain. Ouais. Selon toi, c'est quoi le message réel, non officiel, que cette visite royale est venue transmettre à l'intérieur du Canada? Premièrement, aux Canadiens, rappelez que vous êtes les vaisseaux du roi. C'était ça son message. Dans les années 40-50, il y avait des révolutions au Canada quand la royauté débarquait. Il y a eu des visites qui ont été écourtées, puis prends l'avion, puis va-t'en parce qu'on ne veut pas te voir ici. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a plus d'intérêt. Il y a un gros décrochage de la société, surtout depuis 2020, qui est inquiétant. Parce que lorsqu'on va se mettre à brimer les droits de façon formelle, de plus en plus, on va arriver à une guerre civile inévitablement. Parce que les gens, actuellement, ne sont pas caves. Ils voient qu'ils se font tondre quotidiennement. Ça en rajoute une couche. Ça vient dire, écoute, non seulement le premier ministre libéral, après 9 ans de désastre de Trudeau, je suis en poste et j'ai le roi avec moi. Écoute, c'est pathétique, là. Un Martien débarquerait aujourd'hui puis il dirait, c'est quoi votre système de merde? Ça n'a aucun bon sens. Vous avez élu ça? Ouais. Tu as peut-être répondu en partie, Richard, mais moi, j'aimerais ça t'entendre à nouveau sur où cette visite-là s'inscrit-elle dans la carte des influences mondiales? Parce que les reconnaissances entre les pays du G7, par exemple, sont importantes. Quand Parizeau voulait faire la souveraineté du Québec, le premier geste qui était prévu, après avoir mis 1 milliard en banque pour sauver les meubles, c'était la reconnaissance de la France. Il fallait que la France, dans les 24 heures, reconnaisse le nouvel État québécois. Pourquoi? Parce que cette influence-là contraint les autres. Tu peux imaginer si la France dit « Moi, je reconnais le Québec », bien, ceux à qui il vend des MiG, je sais pas quoi, là, des avions, puis qui fait des tractations de milliards, bien là, il leur force la main un peu à embarquer aussi. Et là, ça fait un effet domino jusqu'à ce que le Canada dise « Bien, on reconnaît le nouvel État séparé du Canada et que les États-Unis reconnaissent, etc. » Donc, c'est un exemple de ce qui pourrait arriver dans le contexte actuel, parce que la séparation du Québec du Canada des années 70-80, on peut oublier ça, là, pour ceux qui rêvent encore à ça, là, maintenant, c'est l'intégration du Canada. C'est la désouveraineté du Canada qui est menacée par Trump. Mais en fait, Trump ne fait que dire ce qui est une évidence partout en Occident. Les Français veulent sortir de l'Europe. Bonne chance, là. Les Anglais ont fait le Brexit, puis on voit la réalité qui est tout autre. Ils sont autant intégrés, toujours au détriment de la population, toujours au détriment des droits des personnes. Et c'est la même chose qui s'en vient ici. Là. Comment t'expliques le silence complice des médias autour des vraies implications qui entouraient la visite du roi Charles III pour le discours du trône? Bien, en fait, les vraies implications, ils auraient pu interpréter,
mais ils sont même pas capables. Ils n'ont même pas l'intelligence. On le voit, le reportage des Français était bien ficelé. Ouais. Mais encore là, on n'est pas dans la haute voltige, là. On n'est pas en train d'expliquer le non-dit. De au premier décrire. niveau. Tu sais, s'il décrivait le roi Charles comme étant ce qu'il est, là, ça me surprend qu'il n'ait pas mangé une pointe de pizza pendant qu'il était ici. On connaît le message des pointes de pizza partout en Occident. C'est une réalité qui est constante. C'est pas parce qu'Epstein a fait semblant de se suicider il y a je ne sais plus combien d'années maintenant que c'est oublié tout ça. Il n'y a aucun coupable qui a été emprisonné. Trump s'est gargarisé parce qu'il est derrière un peu ce qui a fait sauter ça. C'est ça, cette guerre entre mondialistes. Il a fait sauter le système de réseau de pédophiles en le dénonçant, au point qu'Epstein est disparu. Là. Il doit être avec un pina colada dans une île quelque part, là, comme agent du Mossad qu'il était. Mais depuis que Trump est en plein pouvoir, il n'y a aucune arrestation. Et c'est ça la réalité que les médias ne disent pas. Au Canada, nos médias sont tellement cons qu'ils ne sont même pas au courant de ce qu'on dit là. Souvenons-nous qu'ils en ont promis des arrestations. Ben, c'est que Trump s'est gargarisé en disant qu'il était pour tout faire. Il a même passé des enveloppes aux funérailles en disant à Clinton. Il les a terrorisés. C'est de la bonne stratégie interne, mais on voit que c'est le même club parce qu'il n'y a aucune accusation qui a été portée. Et même pendant que le roi Charles faisait son discours chez nous, Harper était à côté de Trudeau, comme larron en foire qui se parlait de hockey et de je sais pas quoi. Excuse-moi, là, Trudeau, c'est un traître à la nation qui devrait être traité en considération. Et Harper devrait au moins lui faire le cold shoulder, hein, le traiter comme disant « Écoute, mon gars, t'es à côté de moi, mais c'est tout, là. » Non, on parle comme si on est body. C'est un club et on n'en fait pas partie. Pourquoi le Canada, en 2025, aurait besoin d'un roi pour lui dire qu'il est fort et libre? Pour faire semblant d'être souverain. Ouais. Ils l'ont dit, là, ils l'ont répété 12 fois. Le souverain du Canada, moi, je pars à rire à chaque fois, là. Et c'est pareil comme la démocratie. Le peuple est souverain. Réveillez-vous quelqu'un. Il y a une élite mondiale depuis toujours qui est multimilliardaire. Ouais. C'est pour ça que je parle de bankster. C'est tout interrelié. C'est toujours au détriment de la population. La population est souveraine. Mais on l'a vu dans 2020-2022 comme on était souverain. Hein? Un père de famille avec ses enfants qui était dans un stationnement pour essayer de sortir de chez lui puis qui se faisait donner une contravention de 1 500 $. Je pense qu'il est passé de bon citoyen à « je vais en péter une bientôt ». Ben oui. On voit juste, je parlais avec Steve Lartiste-Charland cette semaine, c'est un autre exemple, tu sais. Vient d'avoir son verdict, 6 mois de prison à domicile pour avoir donné de la soupe et du café au convoi des camionneurs. Le gel des comptes bancaires, ça aurait dû permettre de traiter Trudeau de ce qu'il est, de traître, hein? Mais il n'est pas seul là-dedans. Lui, il a exécuté les ordres. Alors, le réseau l'a couvert. Aujourd'hui, il est mort de rire. Il a fait une centaine de millions avec cette folie-là. Il a mis le pays à terre, comme c'était prévu. Mais d'avoir gelé les comptes bancaires, c'est encore pire que ce que Steve Lartiste a vécu. Quand tu t'en vas geler les comptes bancaires, là, ça veut dire que tu ne peux plus rien acheter ni vendre déjà. Non. Mais on vient avec ce qu'on disait avec Richard. Pendant ce temps-là, les antifas... Avec Georges, tu l'appelles encore Richard? J'ai dit Georges? Non, tu as dit Richard. Pour vrai, je ne sais pas ce que j'ai à soir, une fixation sur toi. Mais tu vois, on en parlait avec Georges, tu sais, juste précédemment, puis juste les antifas. Qui finance les antifas? Ben oui. Pose la question, c'est d'y répondre. Je pense qu'il l'a bien indiqué. De toute façon, c'est la technique mondiale. On crée le problème pour pouvoir le dénoncer et demander à la police d'intervenir. Et quand c'est de l'autre bord, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand, comme il disait, vous auriez dû appeler la police. Non, on ne les appelle pas, parce que vous autres, vous êtes des méchants. Ouais. Je riais parce que notre gars à la technique vient de m'envoyer disait tu devrais l'appeler Ri-Georges. Faire une contraction des deux noms. Rijon. Non, mais c'est vrai, tu sais. On voit qu'il y a vraiment un côté irrationnel qui est en train de prendre place. Tu sais, il y a des gens qui sont des pédophiles qui font 3 mois de prison à domicile, puis ils ont agressé des enfants ou des agresseurs sexuels qui font 3 mois de prison à domicile. C'est monnaie courante, là. Mais quelqu'un qui après, on les nomme directeurs d'une garderie, c'est ça? Bien, c'est ça. Et ça, il n'y a pas de problème, parce qu'au nom de la loi, on ne fait pas de distinction.
Merci Richard d'avoir été avec nous. Plaisir. Vous savez, dans un monde où les symboles se multiplient, puis les vérités se dissimulent derrière les protocoles, il est essentiel de garder les yeux fixés sur celui qui est la vérité. Que cette époque troublée dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous pousse à discerner les signes des temps et à rester ferme dans notre foi. Que notre espérance ne repose pas sur les monarques de ce monde, mais qu'elle repose plutôt sur un Dieu qui est inébranlable.